Bonjour tout le monde, ça fait très plaisir de vous voir ce matin, vous voir, ou tout au moins de voir vos écrans. Alors, chers membres, au nom du conseil d'administration, il me fait très plaisir d'accueillir nos conférenciers de l'édition 2024 de notre Assemblée générale. Diplômé de l'Université de Montréal, le Dr Michel Lallier est un des 3 chirurgiens du Québec à pratiquer des greffes d'organes en pédiatrie, mais il en fait aussi chez l'adulte. De son côté, le Dr Pierre Marcellet, aussi diplômé de l'Université de Montréal, est interniste et intensiviste. Les deux sont instigateurs de plusieurs innovations en matière de dons d'organes et de tissus au Québec, dont la fondation de la mission du Dr Marcellet qui a pour but de soutenir et reconnaître les donneurs et leurs familles, ainsi que d'appuyer l'éducation, l'innovation et la recherche en matière de dons d'organes. Pourquoi une telle conférence dans le cadre de notre association? Parce qu'il importe de souligner que l'instauration de la loi sur l'aide médicale à mourir ouvre des perspectives d'espoir un peu plus grandes à tous ceux qui attendent des organes, mais surtout, du point de vue du demandeur d'aide médicale à mourir, la possibilité d'affronter la réalité de sa mort avec un peu plus de sérénité, sachant que son décès trouve un sens dans l'altruisme et la munificence du don d'organes. Nous aurons une période de questions à la fin. Vous pouvez aussi écrire vos questions et commentaires dans le chat ou la zone d'échange. Messieurs et chers collègues, au nom du conseil d'administration et en mon nom personnel, je vous remercie de tout cœur de prendre le temps de venir nous entretenir de votre passion, sauver des vies par le don d'organes. Docteur Lallier, Docteur Marcellet, à vous la parole. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est une tribune formidable. Je tiens à vous mentionner que Dr. Lallier, on présente souvent ensemble. Donc, vous allez voir, il va y avoir alternance entre des commentaires de Dr. Lallier, des commentaires de moi-même. On peut passer à la prochaine diapo. On n'a pas de conflit d'intérêt. Moi non plus. Et vous allez voir, il y a un petit bébé dans le coin en bas à droite parce que Dr. Lallier est aussi un transplanteur pédiatrique. Fait que pour nous rappeler à qui dit quoi, ben, les petits bébés, c'est les diapos à Michel. Alors, prochaine diapo. On a vu sur bien des plans, puis vous avez été exposé à ça aussi beaucoup dans le contexte d'aide médicale à mourir. À part les difficultés, je dirais, logistiques, l'acceptabilité dans des domaines, des situations aussi délicates est très importante. Puis dans le contexte don d'organes, à l'origine des transplantations d'organes, on doit absolument respecter, depuis le début de la transplantation, la règle du donneur décédé. Soit dit en passant, aujourd'hui, on parle du don d'organes après le décès. On ne parle pas du don vivant, puis des autres formes de don d'organes et de tissus. Donc, on doit respecter la règle du donneur décédé. Ça veut dire qu'on ne doit pas entraîner la mort par un prélèvement d'organes. Une personne doit être décédée avant de prélever. On ne peut pas prélever si la personne est dans un coma végétatif profond, mais si elle n'est pas en mort cérébrale, on ne peut pas prélever. Alors, la question, c'est, depuis le début, où s'arrête vraiment la vie? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Aujourd'hui, puis en fait, le plus connu, les gens savent très bien, connaissent très bien de réputation, ils ne connaissent pas nécessairement les détails, que la majorité des donneurs sont des personnes qui sont en mort cérébrale ou en décès neurologique. La différence entre les décès neurologiques et les décès conventionnels, c'est que le décès neurologique, la personne, elle est décédée, le diagnostic de décès peut être confirmé, et les organes, le cœur bat toujours, il y a toujours une circulation, perfusion des organes, livraison d'oxygène, livraison de glucose. À la différence de l'autre forme de décès qui est conventionnelle, dont on va à peu près tous, vous et moi, mourir un jour, c'est le décès par critère circulatoire. Notre cœur va arrêter. Cette forme de décès-là, elle est différente parce que le cœur est arrêté, les organes sont en souffrance dès la prononciation du décès. Suivant, s'il vous plaît. Au début de toute l'histoire de la greffe, le décès neurologique n'était pas défini, ça n'existait pas. Donc, le début se faisait déjà par des donneurs après un arrêt cardio-respiratoire. Fait que les gens pensent beaucoup dans le domaine médical, puis ou ceux qui vont pouvoir suivre ça,
que c'est une nouveauté. Ce que nous, on va appeler, là, puis vous allez voir beaucoup le DDC, c'est le décès, le don après décès cardio-respiratoire. Donc, le cœur est arrêté. Et en 1968 seulement, il y a eu beaucoup de rencontres et le décès neurologique a été défini. Ça veut dire qu'au début de la greffe, donc avant 1968, c'était soit du DDC ou bien du don vivant qui se faisait. En 1968, comme la mort cérébrale a été officiellement acceptée, bien là, il y a beaucoup plus de gens qui ont commencé à faire la greffe avec des donneurs qui venaient de donneurs en décès neurologique. Mais il y a certains pays, comme entre autres les Pays-Bas, qui ont continué toujours à faire du DDC. Et au fur et à mesure que la greffe prenait de l'expansion et de la popularité, bien, les besoins d'organes dépassaient beaucoup le nombre de donneurs en décès neurologique qu'on avait. Donc, on a recommencé à faire partout dans le monde maintenant du DDC. Prochaine. Fait que si on regarde un peu l'historique, en 2003, il a commencé à avoir des rencontres avec les conseils canadiens en don d'organes. Pierre et moi, on faisait partie des premières rencontres, donc depuis 2003. C'est long, hein, tout développement ou tout changement, vous le savez. Vous êtes tous impliqués d'une manière ou d'une autre. Donc, avant qu'on commence à en faire, ça a pris 5 ans parce qu'il fallait avoir des projets pilotes, il fallait qu'on montre aux gens que c'était acceptable, il fallait que les gens commencent à vivre cet événement-là parce que, comme Pierre disait, c'est beaucoup plus difficile émotivement pour le personnel dans le domaine de la santé. Donc, 2007, il y a eu un projet pilote avec 4 ou 5 hôpitaux. Là, Pierre, tu me corrigeras. En 2010, a été évalué par le Collège des médecins et en 2011, il y a eu officiellement le lancement du prélèvement par DDC au Québec. Prochaine diapo. Il y a des règles propres au DDC, au don après décès cardio-circulatoire. Vous savez, la diapo précédente, on mentionnait qu'il y a des gens qui souhaitaient donner. Puis moi, je me souviens très bien, au début de ma pratique, là, j'ai eu des pères, des mères qui me suppliaient de donner les organes de leur fils. Parce que, exemple, vous savez, on procède aux soins intensifs, à des soins de fin de vie régulièrement, parce qu'on peut maintenir des gens en vie grâce à nos appareils, souvent dans des situations où les gens n'auraient pas souhaité se rendre jusque-là et on procède à des soins de fin de vie, c'est-à-dire qu'on retire nos machines. Et là, je me souviens très bien, une jeune mère qui me disait, ben, prenez les organes de mon fils. Mais à l'époque, ça faisait 40 ans que du don après décès cardio-respiratoire ne s'était pas fait au Québec. Donc, il n'y a pas de chirurgien. Nos protocoles, il n'y a aucune procédure, il n'y a rien qui peut permettre. Puis, on ne connaît même pas la méthode pour le faire et que les organes fonctionnent bien. D'où, après ça, ça a été créé, mais il y a même eu une demande du côté du don et non pas juste du côté du besoin en organes. Cette dame-là, du côté des donneurs, le don d'organes, ça leur procure une certaine sérénité, comme le docteur L'Espérance disait tantôt. Et de mon côté à moi, de mon point de vue, moi, je ne fais pas affaire avec des receveurs d'organes. Si je ne peux plus rien faire pour mon patient, je peux encore faire quelque chose pour la famille qui pleure. Donc, puis il faut procéder dans l'ordre très important. Vous savez, je ne peux pas dire à une famille, mais vous savez, il n'y a pas de pronostic, on peut le débrancher, voulez-vous donner les organes? Ce n'est pas comme ça qu'on peut faire ça, parce que là, il y a apparence de conflit d'intérêt. C'est lorsqu'une famille a pris la décision de cesser les traitements de maintien des fonctions vitales et que le décès est attendu et que pour eux, c'est ça qui doit arriver. Ils s'attendent à ce que la personne décède. Après ça, une fois que ceci est bien intégré, là, et que, bien entendu, la personne dépend d'appareils qu'on peut arrêter, parce que si elle ne dépend pas d'appareil, bien, le décès ne surviendra pas. Et qu'on anticipe que le décès, en arrêtant nos appareils, nos moyens, surviendrait en moins de 2 heures. Bien là, après ça, on vérifie les registres, la Régie de l'assurance maladie du Québec, la carte d'assurance maladie, puis la Régie de la Chambre des notaires du Québec, savoir est-ce que cette personne-là aurait souhaité donner ses organes. Et si le but n'est pas de l'utiliser comme étant un veto,
mais d'informer la famille, si elle ne le savait pas, il avait ou il n'avait pas signé le registre, puis la famille a aussi ses informations. Puis là, on propose le don après décès cardio-circulatoire à la famille. Donc, c'est un décès qui est programmé. On sait la date, l'heure, le jour où on va débrancher le patient. On peut presque anticiper le moment du décès et donc on peut tout planifier de cette façon-là. Prochaine. C'est important, ça tombe bien que c'était moi, je m'en allais presque te couper, Pierre, parce que partout dans le monde, c'est comme ça que c'est revenu, hein, le DDC. C'est des familles qui demandaient en disant « je ne peux pas croire ». Puis souvent, ça va être des gens qui avaient parlé dans leur famille du don d'organes et qui vont dire « je ne peux pas croire que mon fils, mon être cher ne pourra pas donner par rapport à ça ». Fait que je pense que c'est un énorme avantage par rapport à ce qui se passait avant. Parce que pour les familles, ben, ce qui est difficile, en fait, je dirais que je vais faire la distinction. Pour les familles, un DDN, c'est difficile à comprendre parce qu'il est perfusé, il est tout rose, le cœur fonctionne encore, c'est le cerveau qui ne fonctionne pas. Tandis que tout le monde sait que quand le cœur arrête de battre, les personnes sont décédées. Mais avant de se rendre jusque-là et qu'on parle avec les personnes, puis vous allez voir tantôt quand on va ramener le contexte de l'aide médicale à mourir, c'est avec la personne directement, c'est avec les proches, puis il n'est pas décédé encore. Donc, l'approche, un coup, comme disait Pierre, que la décision est prise, c'est parfois difficile de cheminer là-dedans. Les familles qui veulent accompagner la personne jusqu'à la fin peuvent le faire parce que pour nous, c'est hyper important que les volontés des familles soient respectées. Donc, si le prélèvement se fait au bloc opératoire, les gens viennent au bloc opératoire, pas pour assister au prélèvement, mais pour assister à la déclaration lorsque les traitements du maintien de fin de vie sont enlevés. Donc, le patient est extubé. Quand il va avoir une déclaration de dire il est décédé, la famille va pouvoir sortir. Puis, un coup que c'est déclaré, il y a toujours 2 personnes qui vont déclarer. Un coup que c'est déclaré, la famille va quitter. Il y a toujours 5 minutes qu'on appelle le 5 minutes de no touch, c'est-à-dire qu'on ne touche pas du tout au patient pour être certain qu'il n'y ait pas d'auto-ressuscitation. Et c'est pour ça qu'on prend le 5 minutes. Et après ça, nous, on va rentrer. Donc, si la famille, pour n'importe quelle raison, les gens pleurent et ils ne sont pas capables de partir pour laisser leur être cher, à ce moment-là, ce n'est pas grave, il n'y aura pas de prélèvement qui va se faire. On va toujours respecter qu'est-ce qui va se passer avec les familles. Prochaine. Tantôt, on disait que c'est difficile pour les professionnels. Vous savez, quand on décède, puis probablement que vous avez réfléchi ou pensé à ça pendant des centaines de fois, lorsqu'on décède, on s'imagine un contexte à la fin là, de sérénité, de calme, c'est posé et tout le monde est serein. Ce qui est difficile pour les professionnels de la santé, c'est que, vous savez, lorsqu'on procède aux soins de fin de vie, au bloc opératoire, une personne qui veut faire le don d'organes, à partir du moment où le cœur arrête, la famille quitte. La famille a connu que l'environnement serein, parce qu'on essaie de rendre l'environnement le plus adéquat possible. Une fois que la famille a quitté, à 5 minutes, quand on dit go, là, les chirurgiens, là, c'est la course. Et pour nous, les témoins de ça, ce n'est pas une sérénité, là. C'est énormément d'actions très rapides. Alors, il y a un inconfort chez les professionnels d'être témoins d'une situation où une personne décède et 5 minutes après le décès, ce n'est pas un calme. Mais ce n'est difficile que pour nous, parce que pour les familles, nous, on est choqués de voir ça et on se demande, faisons-nous la bonne chose? Alors que les familles, pour elles, c'est tout à fait correct. Ils souhaitaient que le décès survienne, ils souhaitaient que des organes soient transplantés parce que pour eux, ça donne un sens. Alors, la difficulté, elle est beaucoup pour les professionnels et il n'y a pas d'inconfort du côté des familles de donneurs. Prochaine.
Qu'est-ce qu'on peut greffer? Puis vous allez comprendre, peut-être que là, vous vous demandez pourquoi qu'on parle de tout ça avant d'arriver à l'AMM. Mais c'est parce que vous allez voir, on va vous le dire tantôt aussi, mais l'AMM, c'est exactement le même principe que le DDC. OK? Et qu'est-ce qu'on peut greffer avec des patients qui sont en décès cardio-respiratoire? Bien, les poumons peuvent être prélevés, le foie peut être prélevé, les reins, le pancréas. Le cœur, on a mis un petit astérix parce qu'il y a des gens qui vont dire ben là, le cœur arrête, comment on peut faire pour prélever le cœur et le greffer. Je ne rentre pas dans ces détails-là, mais ça va commencer à se faire. Il y a eu quelques cas ailleurs, pas au Canada encore, aux États-Unis, en Europe, en Australie, il y a eu quelques cas. Et il y a une complexité autant éthique que technique. Fait que je ne rentre pas dans ces détails-là, à moins que vous ayez des questions tantôt. Mais il y a aussi tous les tissus. Et nous, on travaille beaucoup avec Emma Québec pour justement sensibiliser les gens que les tissus, la peau, les os, les ligaments, les artères, les valves cardiaques, les cornées, souvent les gens, ils n'y pensent pas. C'est moins connu, hein? C'est plus... les gens n'y penseront pas, puis ils offriront pas. Alors, nous, on le dit à tout le monde. Il y a des formulaires sur le site de Emma Québec qui est spécifiquement relié aux dons de tissus dans un contexte d'aide médicale à mourir. Alors, il y a 2 formulaires, les gens, ceux qui sont dans le domaine de la santé, ou si vous voulez éventuellement, vous en entendez parler, les gens peuvent aller sur le site de Emma Québec. Puis, il y a même un webinaire qui va être fait. Comme vous savez, c'est la semaine du don d'organes qui commence à partir de demain. Alors, le timing est parfait. Il y a un webinaire mardi dans le contexte de la semaine du don d'organes organisé par Emma Québec sur le don de tissu et l'AMM. Alors, si vous êtes intéressé aussi, c'est 1 heure de webinaire. Vous allez sur le site d'Emma Québec. Là, il n'y avait pas le lien facile, mais j'ai appelé les gens d'Emma Québec pour leur dire. Alors, vous avez juste à aller sur le site de Emma Québec pour être capable de participer au webinaire. Prochaine. Vous voyez ici, puis ça arrête en 2016 parce qu'on sait que les premiers prélèvements avec des donneurs en aide médicale à mourir, c'est en 2017. Fait que je voulais vous montrer l'importance de l'arrivée du DDC dans le contexte de nos donneurs. Ça ici, vous voyez, c'est le 20, 25 et 15, donc on est à 18 en 2000. C'est le nombre de donneurs par million de population. OK? Alors, si vous voulez comparer les Espagnols qui sont les champions en don d'organes, puis on ne rentrera pas là-dedans, mais ils sont à 43. OK. Ils n'ont pas toujours été à ces chiffres-là, mais ils se situaient toujours aux alentours de 30. Fait que nous, on était à 18 en 2000. En 2008, quand on a commencé à faire le DDC, il y a eu une petite diminution. Puis après ça, de façon constante, grâce à la contribution du DDC, il y a eu un peu plus de donneurs par million de population. Mais on voit maintenant, 2016, et ça a continué, même ça l'augmente, le pourcentage de nos donneurs qui sont en décès cardio-respiratoire, soit avec ou sans l'AMM, on est à 18-20 % de ces donneurs-là. Prochaine diapo. Donc, en 2015 est entrée en vigueur l'aide médicale à mourir. Première personne qui demande l'aide médicale à mourir est arrivée janvier 2016. Premier donneur suite à l'aide médicale à mourir est arrivé en 2017. L'aide médicale à mourir, de toute cette introduction-là pour vous dire que le don après l'aide médicale à mourir est un DDC. Je vous expliquais que le DDC est un don d'organes particulier. L'aide médicale à mourir augmente ces difficultés-là, ces contraintes-là. La différence, c'est, vous savez, le don d'organes, c'est assez connu des intensivistes, mais c'est peu connu des non-intensivistes. L'aide médicale à mourir ne se fait pas
aux soins intensifs. Donc, les gens vont demander à leur médecin, à leur spécialiste, à leur neurologue, à leur pneumologue, quand ils ont des maladies terminales, en demandant à les médicaments à mourir, est-ce que je peux faire le don d'organes? Et les médecins n'ont souvent pas les réponses. Pour vous donner un exemple, le premier donneur d'organes qu'on a fait chez moi, suite à la médicale à mourir, c'est une dame qui s'était fait dire par son neurologue qu'elle ne pouvait pas donner les organes. Puis dans un autre hôpital, elle a demandé, son neurologue a dit non, c'était une sclérose latérale amyotrophique. Et comme cette dame-là, son conjoint a été donneur à Sacré-Cœur 2 ans avant, elle nous a appelés parce qu'elle nous connaissait, puis on lui a dit, ben non, vous pouvez, votre neurologue se trompe. Et donc, si elle avait écouté son neurologue, elle n'aurait pas su ou elle aurait cru que le don d'organes n'est pas possible. Donc, ça, c'est une difficulté particulière parce que la très grande majorité des aides médicales à mourir, les gens vont demander à leur médecin. Puis je peux vous dire que la plupart des médecins ne connaissent pas les contre-indications puis les contraintes qui sont associées à ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire la démarche auprès des gens qui connaissent cette logistique-là. Bien entendu, pour les personnes qui y tiennent, c'est eux qui font, c'est leur persévérance qui fait la différence. La dame qui nous avait appelé, c'est Stella, je peux dire son nom parce qu'elle est même passée aux nouvelles, elle avait appelé les nouvelles. Et Stella, si ça a réussi, c'est parce qu'elle a persévéré, puis parce qu'elle y tenait. On voit à quel point ça peut être important pour elle, puis elles font les démarches que des médecins pourraient ne pas faire. Prochaine. Ah, une avant. Oui. Donc, il y a eu le rapport, la publication de la Commission d'éthique de la science et technologie, parce que bien des hôpitaux ne savent pas que ça fait partie des recommandations du rapport, puis même de l'INES, qu'on doit s'assurer que les personnes qui demandent l'aide médicale à mourir ont accès à des informations, que c'est possible de le faire. Les gens sont dans un contexte autre, peut-être qu'ils ne pensent pas à ça. Ou s'ils disent, ah ben moi, je souhaiterais mourir à la maison, mais ils ne savent pas que le don d'organes pourrait être possible. Et puis, les gens de l'hôpital vont dire, ben non, on ne proposera pas le don d'organes, puisqu'elle veut mourir à la maison et les aides médicales à mourir, don d'organes, ne doivent se faire qu'à l'hôpital. Oui, mais c'est parce que la personne n'avait pas cette information-là. Elle voulait mourir à la maison, mais si pour elle, c'est très important de donner des organes, elle dirait, d'accord, je vais mourir à l'hôpital. Donc, il ne faut pas présumer d'une réponse parce qu'elle avait d'abord choisi de mourir à la maison, ne sachant pas que c'est possible. Donc, il faut s'assurer que toute cette information-là se rende jusqu'au patient. En même temps, il faut éviter toute apparence de conflit d'intérêt. Vous savez, dans mon hôpital, moi, j'ai une réputation, les gens me connaissent. Je ne fais pas de la sollicitation, je ne vais pas convaincre les gens qui demandent l'aide médicale à mourir. La façon dont on procède, c'est s'il n'y a pas de contre-indication, je passe par un intermédiaire, je dis à la personne, la travailleuse sociale, demandez au patient s'il souhaite de l'information sur le don d'organes. Si oui, ne donnez pas les réponses, on va donner les informations. Sinon, on ne s'en mêle pas. Donc, on invite la personne à nous dire si elle souhaite ou pas avoir de l'information. Prochaine. Et comme vous autres, vous le savez parce que vous êtes impliqués dans ça, il va toujours avoir un respect aussi oui, du patient, mais aussi de la famille. Alors, si la famille dit oui, mais on était 12 qui voulaient être pour le soin, là, on ne pourra pas, mais oui, des endroits où on va le faire. Moi, je me souviens d'être allé en faire une à Gatineau. Puis, il était 15. Évidemment, moi, je n'étais pas là pour l'administration du soin, parce qu'on fait toujours une distinction entre l'équipe de transplantation, l'équipe de don et l'équipe qui va administrer le soin. Mais toute la famille était venue. Mais vous comprenez que émotivement, c'est encore une coche de plus que le DDC, parce que là, on avait pleuré tout le monde à celui-là, parce que l'infirmière, quand elle avait fait le briefing avant, elle connaissait la patiente qui était pour donner. Alors, donc, il y avait beaucoup d'émotivité dans l'air et tout le monde pouvait venir à l'hôpital, même si le choix au départ était de le faire à la maison. Fait que si vous voyez ici, il y a eu depuis 2017 une augmentation. À la fin, à partir de 2020, on peut vraiment dire exponentielle. Je ne sais pas si c'est logarithmique, mais au moins exponentielle. Il y a eu 109 références en 2022. On n'a pas les chiffres encore de 2023.
Il y a eu 24 donneurs après aide médicale à mourir. Ça a permis à 66 personnes d'être transplantées. Donc, d'avoir des organes de très bonne qualité. Puis, prochaine. Les raisons, donc justement, que les gens connaissent moins. On a eu 83% qui étaient des maladies neurodégénératives, dont la sclérose latérale amyotropique, la sclérose en plaques, maladies pulmonaires ou cardiaques qui n'avaient pas d'atteinte de d'autres organes, et un 6% où c'est d'autres que ces maladies-là. Prochaine. 5 minutes, messieurs. Oui, ça arrive. On voit que le Québec, malgré toutes les autres, on n'avait pas certaines données pour certains pays, dont ceux de 2023, mais comme vous voyez, il y a vraiment une augmentation. On le voit sur ce tableau-là. Prochaine. Statut, il y en avait une autre avant, Précédente. je pense. Oui. Donc, la mission, juste le 3 dernières minutes, juste pour la conclusion. La mission, on a soutien aux familles de donneurs, puis des exemples cartes de crédit qui sont prépayées pour les donneurs, réseau d'entraide, création d'un comité famille, conférences. Nous, on est toujours prêts à aller donner des conférences. Ça nous fait plaisir. Collaboration avec le groupe Savoie pour l'hébergement, puis forum de famille et donneurs d'organes. Prochaine. Ça, c'est le rôle de la mission. Et demain, une des activités annuelles qu'on fait, c'est qu'on fait un pique-nique où on réunit des familles de donneurs, des familles de receveurs qui, évidemment, ne connaissent pas un et l'autre nécessairement. Ce n'est pas pour qu'ils connaissent leurs donneurs, mais bien, il va y avoir deux types. Il y a des patients qui sont en attente et évidemment des gens du domaine de la santé. Alors, c'est au parc du Mont-Royal. Prochaine. Là. Et on voit ce que beaucoup de monde viennent pour le pique-nique. Ça, c'était l'an dernier. Prochaine. Et je pense que c'est tout. En fait, c'est pour vous inviter tous. Tout le monde est bienvenu au pique-nique. Ceux pour qui la cause peut être chère ou ça a de l'importance, ça va nous faire plaisir. Et d'ailleurs, on a invité le Dr L'Espérance à venir demain au pique-nique aussi. Il a accepté notre invitation. Quelle heure? 11 heures. 11 heures, parfait, merci. On l'a passé vite hein, parce que Georges nous avait dit qu'il nous restait juste 5 minutes. Non, c'est correct. Juste faire une petite précision. Peut-être qu'on est passé vite, mais vous savez, quand il y a un retrait des appareils, la durée, le temps que ça va prendre, elle est incertaine. Donc, ça peut ne pas survenir. Le décès pourrait ne pas arriver dans les délais et le don pourrait ne pas se faire. Dans le contexte d'aide médicale à mourir, comme il y a administration de substances, le décès est garanti. Donc, c'est aussi une différence. Et je vous dirais que le don d'organes par des décès suite à l'administration des médicaments est une garantie de réussite, là, contrairement à l'autre type où il y a l'incertitude de ce que le décès va survenir en 2 heures ou en plus de 2 heures. Merci beaucoup, messieurs. C'était fort intéressant. On va passer aux questions. Mais avant ça, je voudrais faire une petite précision parce que, comme le docteur Lallier l'a bien précisé, et c'est important de bien comprendre ça, il y a pas de porte ouverte entre les donneurs, enfin, entre les greffeurs, entre ceux qui demandent aux familles pour les greffes et, par exemple, un prestataire d'aide médicale à mourir comme moi. Alors, la façon dont ça se passe, en tout cas, moi, mes expériences, le patient, son aide médicale à mourir va se faire en salle de réveil, ce qui a de l'air drôle à dire, mais c'est la salle de réveil en salle d'opération. La famille est là et comme disait le docteur Lallier, tout est fait pour respecter la famille. On prend le temps qu'il faut, il n'y a aucun problème avec ça. La seule différence avec une aide médicale à mourir à domicile ou dans une chambre d'hôpital, c'est qu'à partir du moment où on a un décès à l'auscultation, la famille est bien au courant avant. Ils doivent sortir rapidement de l'endroit où ils sont. Ils sont en intimité. Et là, il y a le 5 minutes de surplus où il y a une échographie cardiaque qui est effectuée, etc. Et seulement après, l'équipe
chirurgicale de prélèvement vient chercher le patient. Donc, c'est vraiment des cloisons étanches, et ça, c'est important de le dire puis de le répéter à la population. C'est des cloisons étanches entre les médecins qui traitent les patients, entre les médecins qui font l'aide médicale à mourir, entre les médecins qui prélèvent les organes, et puis même souvent entre les médecins qui greffent les organes, pas seulement ceux qui prélèvent, mais qui greffent. Donc, je voulais juste préciser ça. Une dernière petite chose aussi, c'est Transplant Québec pour évaluer les patients. C'est Transplant Québec qui vient évaluer le patient qui a demandé l'aide médicale à mourir pour faire ses examens, les tests sanguins, etc., etc. Ça se fait 1 à 2 semaines auparavant. Puis, MEMA Québec, c'est un petit peu différent, mais pour les transplantations d'organes, c'est vraiment Transplant Québec qui évalue. Michel, docteur Marcellet, voulez-vous ajouter un petit quelque chose là-dessus avant de Oui, passer aux questions? en fait, oui, vous avez raison pour ça. Puis, vous savez, quand une personne demande aide médicale à mourir, puis elle est à la maison, l'investigation des organes, l'examen physique, l'investigation, ça se fait c'est particulier, ça se fait en clinique externe. Imaginez, une personne arrive à la clinique externe. Vous venez pourquoi, madame? Je viens pour la visite du docteur parce que je vais donner mes organes. Fait que c'est très troublant pour tout le monde. Et on essaye, comme c'est assez triste, on essaye de tout faire ça en une seule visite. C'est-à-dire, le questionnaire, l'examen physique et les examens. Ça prend un scan, un écho, tout ça la même journée. Et la visite de Transplant Québec aussi. C'est-à-dire que tout le monde converge la même date pour essayer de tout faire et une infirmière accompagne le patient parce qu'on ne veut pas qu'une personne avec une sclérose en plaques en fauteuil roulant dans un corridor se fasse demander par une technicienne en échographie, vous venez pourquoi, madame, vous, c'est pour le don d'organes. Comprenez que ça peut. Fait qu'on veut éviter tout ce genre de cette situation-là qui peut être très, très malaisant dans le corridor et pour tout le monde. Merci beaucoup. Alors, une première question. À qui les personnes doivent demander concernant la démarche pour la demande de don d'organes en milieu hospitalier? Ben, d'abord à votre médecin. Et puis, je peux vous dire que souvent, votre médecin ne sait pas. Donc, ce médecin-là est rattaché à un hôpital parce que si vous vouliez faire à la maison, c'est une chose. Dans le contexte don d'organes, c'est important d'obtenir les réponses des gens qui connaissent les réponses parce que, comme je vous dis, le médecin pourrait dire ah non, c'est pas possible ou ça pourrait pas. Fait que, puis lui, il se réfère à son hôpital. Les hôpitaux, eux, il y a soit des infirmières ressources qui connaissent toutes ces réponses-là, ou soit des infirmières de liaison de Transplant Québec qui sont assignées, qui vont vous donner ces réponses-là. Donc, en passant par l'hôpital, vous allez avoir l'intermédiaire, l'infirmière ressource ou l'infirmière de liaison qui vont pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Et Merci. dans tous les hôpitaux, il y a un lien avec Transplant Québec. Merci beaucoup. Question qui est très souvent posée, même à quelqu'un comme moi. Est-ce que l'âge réduit la qualité et l'intérêt pour les organes? On va toujours trouver, là, moi, je vais parler de l'autre côté, donc de celui qui reçoit les organes. Puis comme disait Dr. L'Espérance, c'est toujours très, très, très séparé. Fait que là, je vais avoir l'air d'avoir un conflit d'intérêts, mais je vais vous répondre non, parce qu'on va toujours trouver un receveur qui va être compatible. OK? Alors, il ne faut jamais dire ah non, il est trop vieux. Ou non, il est trop jeune. Là, ça ne sera pas de l'aide médicale à mourir, par contre. Fait que je ne parlerai pas de cette partie-là. Mais pour l'autre, de dire qu'il est trop vieux ou qu'il y a une contre-indication, pas du tout. Parce que, surtout dans un contexte d'aide médicale à mourir, il y a une particularité, le fait qu'on est certain, et c'est un court délai avant que le décès soit déclaré, évidemment. Donc, c'est des organes, et là, je pèse mes mots, de très bonne qualité. Okay? Donc, même s'ils sont plus vieux, c'est souvent des meilleurs organes que si c'est un DDC standard. Parce qu'on sait qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle de l'ischémie chaude. Donc, poser la question, puis ça sera à Transplant Québec d'évaluer s'il y a des contre-indications. L'âge n'est plus une contre-indication. Dans nos plus vieux donneurs, ce n'était pas des AMM. Par contre, je ne sais pas c'est quoi l'âge du plus vieux AMM, mais dans nos plus vieux, le foie avait 88, Pierre, qui avait été Mais là, posé. le plus vieux donneur de foie au Québec, 92. Avant, c'était 88, c'est rendu 92. Fait que donc, vous comprenez qu'avec un AMM, il n'y a pas de contre-indication plus grande. Ça ne veut pas dire qu'il va être accepté. Il peut y avoir plein d'autres raisons pour ne pas le faire, mais il faut poser la question. Juste un petit point là-dessus. La question revient souvent. En ce qui concerne les dons d'organes, la grande contre-indication médicale,
C'est le cancer, mais il y a des petites nuances dans ça, là, mais je n'entrerai pas dans les détails. Mais disons que de façon générale, quelqu'un qui a un cancer ne donnera pas ses organes, même un cancer. Et c'est intéressant parce que, et ça, moi, je l'ai appris dans les dernières années, pour les tissus. EMA Québec, nous, on pense comme médecin qu'un patient qui a une problématique neurologique, sclérose latérale amyotrophique, sclérose en plaques, etc., serait un très, très bon donneur de tissus. Mais en fait, c'est une contre-indication pour les tissus pour EMA Québec parce qu'on ne connaît pas l'étiologie exacte. Et il y a encore une possibilité que l'étiologie, que le pourquoi de ces maladies-là soit dû à un virus latent ou des prions. Pour le moment, EMA Québec ne prend pas des patients avec des maladies neurologiques dégénératives, physiques, on parle, sclérose latérale amyotrophique, etc. Ça, c'est pour le docteur Lallier. Oui. Madame Alors, Archambault nous dit, oui, pardon, il y avait un complément? non, mais c'est Ah, la question. pour répondre à cela, parce que je les vois aussi. J'ai vérifié moi aussi ce matin, et la seule manière qu'on avait à date, c'était sur un clic, là, un hyperlien, qui n'avait même pas d'adresse. Alors, j'ai appelé Gilles Beaupré de Emma Québec pour qu'il le mette sur le site. Alors, s'il n'est pas déjà là, il va l'être. La question d'une dame, c'était que j'ai regardé pendant la conférence de EMA Québec et je n'ai pas trouvé pour le webinaire. Donc, docteur Lallier, merci. Une question. Si la personne a déjà signé sa carte de don d'organes en arrière de sa carte d'assurance maladie, est-ce que le processus peut être plus rapide? Plus rapide, non. Puis même s'il a signé le registre de la Chambre des notaires ou le registre de la RAMQ, il faut que les professionnels consultent ces registres-là. Mais la personne, si une personne fait la demande d'aide médicale à mourir, elle peut elle-même mentionner à son médecin et à l'hôpital qu'elle souhaite faire le don d'organes. Parce que l'exemple est arrivé. Avant de parler du don d'organes à une personne qui était éligible, qui voulait avoir de l'information, j'ai demandé à connaître la réponse sur les registres. On m'a refusé la réponse. D'habitude, on nous donne la réponse, mais là, dans le contexte où la personne, elle est consciente et elle peut se prononcer elle-même. C'est comme on ne vous donne pas la réponse, puis elle se prononce elle-même sur elle veut ou elle ne veut pas. Mais ça n'accélérera pas le processus. Dans le fond, le facteur limitant est entre les deux. C'est toute la machine pour se rendre à l'information et pour faire la demande. Je vais faire un petit peu de millage là-dessus. Il reste 3 minutes. Il y a une grosse question qui se pose au Québec par rapport à d'autres pays, en bon français, selon la langue de Molière, l'opting out ou l'opting in. Est-ce que sur la carte d'assurance maladie, on devrait signer « Je veux donner mes organes » comme c'est le cas au Québec ou comme c'est le cas en Europe, dans certains pays, « Je ne veux pas donner mes organes ». Donc, a priori, tout le monde devient un donneur d'organes, sauf s'il signe qu'il ne veut pas. Je voudrais avoir votre opinion, chers collègues, là-dessus. En 3 minutes? 3 minutes. Mais c'est un débat. Moi, très rapidement, la seule chose que ça pourrait aider, mais il faut voir que ça peut nuire aussi, la seule chose que ça pourrait aider, c'est pour l'approche aux familles. OK? Parce qu'il va toujours avoir Moi, j'ai fait ma formation complémentaire en transplantation en Belgique où le consentement présumé était appliqué. Mais on demandait toujours aux familles, malgré tout. Donc, l'approche va être différente parce que tu n'as pas à dire est-ce que vous saviez c'était quoi ses intentions? Vous savez que, mettons que ça devenait ça, que ici, c'est un opting out. Il n'y a pas eu de manifestation d'opting out, donc vous êtes d'accord qu'on procède. Mais où ça pourrait nuire, c'est de ne pas continuer à améliorer tout le reste. Parce que en Espagne, quand je vous disais qu'ils ont toujours été les champions, c'est même pas le consentement présumé qui a fait qu'ils ont été les champions puis qui sont les champions. C'est ce que tu mets comme développement et comme ressources. Fait que si le fait de dire on a un consentement, donc on arrête de mettre des ressources, et je veux surtout pas faire de politique, mais c'est souvent ce qui arrive au Québec. Donc là, ça pourrait plus nuire que aider d'avoir un opting-out. Docteur Marcellet, bien. Oui, c'est ça. Moi, je vais vous dire ça en 1 minute parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, sérieusement. Et ça a été, pour moi, là, il a été démontré que le consentement présumé ne fait pas la différence. Ça, c'est exemple, en Espagne, on a adopté le consentement présumé en 79,
puis en 89, on était encore en dessous des autres pays après 10 ans de consommation présumée. Et c'est lorsqu'ils ont ajouté les ressources que l'Espagne a explosé. Mais les gens ne font pas ce lien-là. Ils pensent que c'est le consommation présumé. Pour vous donner un exemple, la France avait instauré le consommation présumé en 1976, avant les Espagnols. Et en 2000, le Québec était devant la France. Donc, ça n'a rien à voir avec le consommation présumé. Et toujours, on demandera la famille. Les médecins qui disent on ne demandera pas la famille, premièrement, il n'y en a pas. Et ça crée, la cause devient subitement très impopulaire. Oui, c'est tout à fait vrai. Puis en fait, ça revient à une chose, puis c'est vrai aussi pour l'aide médicale à mourir, l'information, 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 tant aux collègues de la santé qu'à toute la population. Docteur Lallier, docteur Marcelin, merci infiniment de votre présence ce matin entre le petit déjeuner et puis une sortie à bicyclette ou je ne sais quoi. Merci beaucoup, beaucoup. Ça a été extrêmement enrichissant. Merci beaucoup. Je vous applaudis bien fort au nom de tous les membres de l'association.